simple non plus. Parce que les gens vous diront, les douloureux chroniques vous diront, non, que cette saloperie d'épaule m'apporte un peu de réconfort et alors seulement après, je lui pardonnerai. Alors que ça fonctionne dans l'autre sens. C'est faites la paix avec cette partie de vous qui est pleine de haine et de revendication, et vous verrez que si vous faites la paix avec cette partie de vous, cette partie de vous vous laissera tranquille. Et évidemment, le douloureux chronique préférera l'inverse. Donc faire la paix va être aussi un des challenges de l'hypnopraticien. L'hypnothérapeute, l'hypnopraticien, va avoir deux challenges vraiment très très importants. Permettre au sujet de lâcher prise et de faire la paix. Il m'est arrivé de travailler une fois avec quelqu'un qui avait eu un accident de moto. Il a été renversé par une moto et il a été amputé donc à la suite de ça d'une jambe. Cette personne était bien sûr pleine de haine et de communication. Il fallait retrouver ce motard. Évidemment, retrouver ce motard, lui faire la peau, c'est ce que l'on appelle la vengeance, se venger de ce motard. Mais tant qu'il était plein de haine et de revendications, où avait-il mal selon vous? On appelle ça la douleur du membre fantôme. Il avait mal. Tout le travail a été de lui permettre, et cela a pris énormément de temps évidemment, lui permettre de prendre de la distance et de se réconcilier avec sa jambe qui ne sera plus jamais là. Encore une fois, comme nous le propose François Roustan, c'est-à-dire d'accepter sa nouvelle condition. Cette jambe ne reviendra plus. Et si toutefois c'était l'occasion rêvée de se réinventer, simple à dire, n'est-ce pas? Beaucoup plus compliqué à intégrer lorsque l'on a perdu sa jambe. Et pourtant, c'est la seule solution. La seule solution, c'est de s'accepter dans sa nouvelle condition, de s'ouvrir à cette nouvelle possibilité de se réinventer. Et quand ce patient a enfin compris ça, et encore une fois, tout ce processus, parce qu'on parle de processus, a pris du temps, eh bien, la douleur du membre fantôme a disparu, évidemment. Voilà. Parce qu'il a pris de la distance, parce qu'il s'est envisagé sous un autre angle et a pardonné. Mais le pardon, finalement, ce n'est pas pardonner à cette moto, parce que pardonner à cette moto, ce n'est pas la solution. Cette moto disparaît dans l'esprit du douloureux chronique lorsqu'il a fait la démarche de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et l'interview de la fin était cet homme qui dit « Si c'était à revivre, je le revivrais. » Voilà, parce que ça m'a transformée, parce que grâce à ça, maintenant, je suis, certes, je n'ai plus qu'une jambe, mais je suis quelqu'un d'autre. Et je sais ce qui est important, et je sais faire la différence entre l'essentiel et l'accessoire. Cette personne-là n'est pas quelqu'un, pour l'instant en tout cas, de connu, mais vous en connaissez d'autres, des gens qui ont subi le même genre de choses et qui vous disent si c'était à revivre, je le revivrais. Vous connaissez l'illustre Milton Erickson. Milton Erickson ne le dit pas forcément en ces termes-là, mais il le fait comprendre, c'est-à-dire qu'il considère tous ces handicaps. Quand je dis handicap, je parle évidemment pas du fait qu'il était daltonien, amusique, dyslexique. Non, tout ça, c'est rien face à la poliomyélite invalidante qu'il a eue à 17 ans. Et lorsqu'on lit ses écrits, eh bien, on comprend bien que ça lui donnait une force par rapport aux autres. Donc ces gens-là, je ne parle pas de Moed Altrad qui est dans le mouvement, ce sont des gens qui ont fait de leur problème, en fait, une stratégie thérapeutique, qui ont fait de leur problème une solution. Eh bien, nous allons, grâce à l'hypnose et avec l'hypnose, transformer notre perceptude. Nous allons transformer notre perception de notre douleur par le biais justement de l'acceptation. Accepter une chose et son contraire. Voilà. Bertrand Ricard aussi en parle très très bien lorsqu'il parle du fait d'être dans le vent et de ne pas se battre contre les éléments. Bertrand Picard qui a fait ce vol autour du monde en
Solar Impulse, il en parle très très bien, se mettre en accord, en phase avec le vent et se laisser porter par les courants et ne pas se battre, parce qu'à partir du moment où on veut se battre contre le vent, avez-vous déjà essayé de capturer le vent? C'est aussi absurde. Sauf que les douloureux chroniques, très souvent, sont de cette absurdité-là. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont en train d'essayer de capturer le vent. Et il vaut mieux se mettre dans les courants. Profiter des éléments naturels. Et lorsque l'on se replace, et encore une fois, j'en fais appel à François Rostand, dans le mouvement, alors la solution émerge. Oui. Alors, quelles seront les stratégies que nous allons adopter? Eh bien, nous allons demander à notre patient de bien vouloir nous décrire sa douleur. Par exemple, un patient qui viendrait avec des maux de tête très importants, que l'on peut appeler des céphalées, vous dira, moi, cette douleur-là, c'est comme si j'avais un étau qui me serre la tête. Qu'est-ce que l'on peut faire face à un étau qui serre la tête, tout simplement? Mais oui, on desserre l'étau. Sauf que quelqu'un qui souffre de céphalée, tant qu'il n'a pas symbolisé sa douleur, c'est très compliqué pour lui de soulager. Parce que comment soulager quelque chose qui est de l'ordre du nouménal, du noumen, de l'idée? Il faut rendre cette douleur palpable. Et c'est l'approche phénoménologique. Rendre le noumen, l'idée, le nouménal devient palpable, ce qu'on appelle phénoménologique. Et donc, une douleur de tête, c'est impalpable. C'est lorsque l'on parle de l'inconscient. Lorsque l'on fait un scanner, un IRM de notre cerveau, l'inconscient, il est où? C'est quoi? C'est impalpable. Et bien, lorsque vous avez une douleur comme ça, elle est aussi impalpable que le concept de l'inconscient. Et il va falloir la rendre tangible. La rendre tangible pour s'en faire une représentation mentale, ce que l'on va appeler une perception. Une fois que l'on va avoir cette fameuse perception, eh bien, nous allons pouvoir la transformer. Alors l'exemple que l'on va systématiquement donner, ça va être celui-ci, parce qu'il va permettre à votre patient d'avoir une idée de là où vous voulez en venir, de ce que vous lui proposez de faire. Et cette douleur que j'ai à l'épaule, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être un courant électrique, un fil barbelé, des aiguilles, un coup de poignard. Et comment pourrait être transformé un courant électrique? Un courant électrique pourrait être transformé en quoi? Un poignard, un coup de poignard en quoi? Des aiguilles en quoi? Eh bien, ça va être sa perception. C'est lui qui va vous décrire ça et il va trouver sa propre solution. Et il vous suffira, entre autres du lâcher prise et de faire la paix, il vous suffira aussi eh bien, de permettre à votre sujet de transformer cet étau qui serre la tête en un étau qui se dessert pour libérer. Ce qui veut dire qu'une fois que vous aurez fait ça à l'état de conscience modifié, pendant la séance d'hypnose, eh bien, lorsque votre patient aura à nouveau mal à l'état d'éveil, eh bien, il lui suffira de fermer les paupières et de s'imaginer en train de desserrer l'étau pour libérer la tête. Est-ce suffisant? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui. Parce que, encore une fois, je reviens au postulat de base, on dit souvent, la douleur c'est dans la tête. Oui et non, non et oui. En tout cas, c'est dans la tête que ça s'interprète. Et l'hypnose permet de travailler sur l'interprétation. Alors évidemment, nous allons proposer d'autres choses, il n'y a pas que ça, mais le fait de symboliser la douleur est une des choses très efficaces. Nous allons proposer aux patients donc les stratégies. Entre autres, vont être donc de symboliser la douleur. Pour pouvoir, dans un état modifié de conscience, faire quoi? Transformer. Transformer quoi? Le symbole. En transformant le symbole, je transforme ma perception. Je vais aussi, à l'état d'éveil, demander à mon patient
échelle de 1 à 10. 1 étant le minimum, 10 étant le maximum. Bien évidemment, une fois qu'il m'aura dit je ressens ça sur une échelle de 1 à 10 à 7 ou à 8, qu'est-ce que nous allons faire dans un état modifié de conscience? Diminuer l'intensité douloureuse. Je vais également lui demander qu'il ne fait plus qu'il faisait avant. Et dans l'exemple que je vous ai donné, me concernant, c'est du tennis. Donc on va demander qu'est-ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il faisait avant, qu'il ne fait plus. Et là, sous hypnose, nous allons faire quelque chose aussi d'essentiel, très important, ce que l'on va appeler une visualisation mentale. Visualisation mentale qui va venir ajouter la possibilité de faire la paix. Parce que nous partons aussi du constat qui est maintenant très, très répandu dans tous les revues de vulgarisation et autres, de très haut niveau d'ailleurs, je pense souvent à Cerveau et Psycho, compagnie, ce sont des revues très intéressantes qui prouvent et qui montrent de plus en plus que le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réellement vécu. Maintenant, c'est un postulat de base. Eh bien, le fait de demander au patient qu'est-ce qu'il faisait avant qu'il ne fait plus. Moi, je ne fais plus de tennis. Avant, je faisais du tennis tous les samedis. Je faisais des super beaux coups droits, des super beaux revers. J'avais une belle gestuelle. C'était souple dans mon... Ça vous parle, ça? Oui. Ouais. Mon métier. Ah, c'est vrai, oui, voilà, des beaux coups droits, des beaux lifts, etc. C'est très très bien. Et j'avais au niveau de l'épaule, j'avais comment, je pourrais parler c'était huilé, quoi. C'était souple, c'était ample, c'était facile. Et maintenant, je fais plus, c'est-à-dire je rouille. Vous voyez, là, c'est très intéressant, le fait de dire je rouille. La rouille, c'est quoi? C'est le symbole. Quelque chose qui est rouillé. Comment on fait pour réparer quelque chose qui est rouillé? On met de l'anti-rouille. Voilà. L'anti-rouille, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à de l'huile. Voilà. Parce que anti-rouille, au niveau du cerveau, pas forcément très clair, mais mettre de l'huile, ça permet de dérouiller effectivement quelque chose qui est rouillé. Quand je dis je suis rouillé, je peux même plus m'habiller. Je peux même plus m'habiller. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Je peux même plus m'habiller, c'est que quelque chose d'aussi basique que ça, je ne peux plus le faire. Et il y a certainement des habits que je ne mets plus parce que je sais ne plus pouvoir les mettre. Et on rentre encore à nouveau dans le contrôle. C'est-à-dire que je contrôle ma façon de m'habiller parce que je sais ne plus pouvoir mettre ce genre d'habits. Et ça, là, on est dans le serpent qui se mange avec eux. C'est-à-dire que là, à partir de maintenant, vous allez voir que par rapport à l'exemple que je décris, tout ça fait boule de neige. Et donc, le fait de dire que je ne fais plus de tennis parce que je suis rouillée, je viens rajouter de l'eau au moulin au contrôle, et mon praticien va se dire, tiens, je vais lui faire une visualisation mentale. À la fin de la phase de travail sous hypnose, on va proposer au patient de vivre un moment de match, de tennis, d'échange de balles, un moment agréable, ce qu'il ne fait plus depuis très longtemps, depuis au moins, en tout cas, 3 mois, depuis que la douleur s'est installée. Il va être dans un état de conscience modifié, les aires cérébrales vont s'activer, les aires cérébrales du mouvement, les aires cérébrales visuelles, auditives, olfactives, kinesthésiques, qui vont être sollicitées comme si il était vraiment en train de jouer au tennis. C'est-à-dire que dans son cerveau, il va croire qu'il joue au tennis. Et parce que dans son cerveau, il va croire qu'il joue au tennis, eh bien, ça va transformer sa perception. C'est-à-dire que c'est à nouveau possible. Là où il y avait une croyance limitante, est en train de germer une nouvelle possibilité.
une nouvelle possibilité, c'est à nouveau possible de jouer. Lorsqu'il ouvrira les paupières, il y aura une empreinte indélébile dans son cerveau, un programme d'action. Quelque chose est à nouveau possible. Ça ne veut pas dire que le lendemain, il fera du tennis, mais ça veut dire que l'on a remis la machine en route. Qu'en déracinant une croyance limitante, eh bien, on déracine l'engrenage dans lequel il est empêtré. Alors il ne rejouera peut-être pas au tennis le lendemain, mais il rejouera peut-être au tennis une semaine après, sans forcément jouer au tennis, mais peut-être aller dans le club, aller au club. Et la réponse idéale à faire aux frères là, c'est de dire écoute, tu sais qu'en ce moment, je ressens une sensation désagréable au niveau de l'épaule. Samedi, je ne sais pas. Et samedi, je ne sais pas, je suis en train d'envoyer à mon cerveau l'information de l'aléatoire. Je ne sais pas ce qui va se passer samedi. Du possible. Il est possible que... Et donc je vais me laisser, c'est essentiel ce que je dis, je vais me laisser l'opportunité de vivre ma vie telle qu'elle, et samedi, je verrai. Mais parce que j'ai dit ça, eh bien ça va très certainement laisser place à un mieux-être. Et samedi, si toutefois je sens que ce n'est pas encore l'idéal, eh bien je serai au club de tennis, à partager un bon moment, à boire un coca ou je ne sais quoi avec mon frère. Et là, ça ouvre la possibilité de la guérison. Donc on voit bien, encore une fois, les stratégies, c'est-à-dire que je lâche prise, mon frère m'appelle, je dis écoute là aujourd'hui, je ressens cette sensation au niveau de l'épaule, on se voit samedi, on verra. Et je ne lui parle pas de saloperie d'épaule, et je ne lui dis pas non parce que samedi je reste chez moi parce que j'ai mal. Non, c'est on y va, on verra. Je me rends disponible à ce qui peut être ou ne pas être. Et je suis ouverte à une chose et son contraire. Et on verra comment mon épaule, pas cette saloperie d'épaule, je verrai comment mon épaule se comporte. Voilà la force de la visualisation mentale. Donc pour résumer en quelques mots, avant de vous laisser la parole, et bien évidemment nous allons voir d'autres stratégies, comment est-ce que l'hypnose va fonctionner, c'est-à-dire en termes d'étapes, parce qu'on a vu différentes étapes. Maintenant, qu'est-ce que l'on pose comme question à l'état d'éveil, comment est-ce que l'on s'y prend stratégiquement pendant la phase de travail, tout ça sont des aspects que l'on verra un petit peu après. Petite révision très rapide sur ce qui a été vu. C'est que donc, la douleur chronique, c'est un signal d'alarme. Quand c'est chronique, c'est que le signal est devenu dérivatif. À ce moment-là, on n'est plus dans un signal d'alarme, on est dans une incompréhension entre le corps et la perception. Ça tombe bien parce que l'hypnose travaille la perception. On dit souvent la douleur c'est dans la tête, oui, non, ça se discute, en tout cas c'est dans la tête que ça s'interprète. Nous allons travailler sur l'interprétation douloureuse. Pourquoi ? Parce que notre sujet se trouve certainement dans un excès de contrôle. Il préfère la certitude du déséquilibre et nous allons lui demander de lâcher prise pour s'installer dans l'incertitude de la vie, dans le on verra bien, dans le je ne sais pas. Et donc, ce faisant, faire la paix. Dans tout problème, il y a crispation. Si là, je reste enfermée dans les 9 points, je ne trouve pas la solution. La solution va se trouver dans un pas en arrière, dans le je prends le large, je m'émancipe, je lâche prise. Les stratégies, entre autres, il n'y a pas que ça, mais les stratégies seront de symboliser la douleur, de donner l'intensité douloureuse et lui demander ce qu'il faisait avant. Pourquoi ? Eh bien parce que nous allons non seulement transformer le symbole, le rendre accessible pour qu'à l'état d'éveil, dès qu'il commence à ressentir le mal de tête, hop, mentalement il desserre les taux, stratégiquement il fait quelque chose de tangible qui va lui permettre de se soulager, diminuer l'intensité pendant la séance d'hypnose, lui permet de prendre conscience qu'il est capable lui-même de diminuer sa douleur. Ça tombe bien, il aime le contrôle, mais on va lui faire contrôler quelque chose de pertinent vis-à-vis de sa douleur. Non pas contrôler sa vie, contrôler l'intensité, beaucoup plus pertinent.
Et puis, lui faire faire une visualisation mentale sur ce qu'il ne fait plus, qu'il va pouvoir à nouveau faire parce qu'il va s'installer dans le lâcher prise. Voilà en 2 mots, plus que 2 mots, ce que j'avais à vous proposer en termes de partie théorique.